Bonsoir à tous et à toutes. Au sommaire de ce journal, à quand l'inauguration des Sceaux de Mouton, ces ouvrages construits pour faciliter la fluidité dans la ville de Kinshasa. Tentative de réponse dans ce journal avec Blaise Boko Kiasanza qui a visité quelques chantiers de ces ouvrages. Et puis, le patrimoine de la Régie des voies aériennes et celui de l'Institut géographique du Congo est spolié par 2 tiers, ce qui rend la tâche difficile à ces structures de l'État d'accomplir correctement leurs tâches. Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, les conseils de ministres s'est réunis autour du chef de l'État. En attendant le compte rendu officiel du porte-parole du gouvernement, je vous convie à suivre les grandes lignes de ce qu'a été le conseil de ministres de ce jour. Respectueux de la tradition, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 11 septembre 2020 la 48e réunion du Conseil de ministres. En virtuel, l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Tout le monde va bien? Visiblement, la matière était abondante. Outre la communication du chef de l'État aux membres du gouvernement, le Conseil de ministres a évalué et assuré le suivi des mesures pour la mobilisation accrue de recettes de l'État. Un point inscrit à l'examen et à l'adoption des dossiers soumis par le vice-premier ministre, ministre du Budget, complété par le ministre des Finances. Autre sujet examiné, c'est celui de l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19 et autres épidémies qui sévissent en République démocratique du Congo. Les membres du gouvernement ont été également informés de l'état et de l'administration du territoire, un exposé fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, complété par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui, lui, est revenu sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Invité à cette réunion hebdomadaire, le gouverneur de la Banque centrale du Congo s'est apaisanti sur l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange. Aux côtés du chef de l'État à cette réunion a assisté les directeurs de cabinet intérimaires Désiré Cachemire Kolongele et Bérande. C'est donc de nombreux aspects de la vie nationale passés en revue. Le compte rendu attendu du porte-parole du gouvernement sera plus explicatif. 3 sceaux de moutons sont érigés le long du boulevard Lumumba du quartier des Bonhommes jusqu'à l'entrée de l'aéroport international de Ndjili. Une année après le lancement de travaux, l'heure est à l'évaluation. Si le sceau de mouton situé au niveau du quartier des Bonhommes prend forme, quelle est la situation pour les 2 autres? Dans l'ensemble, l'évolution des travaux est plutôt satisfaisante, nous dit Blaise Bokoka qui a inspecté ce tronçon en compagnie du directeur général de l'Office de route. La détermination est de mise pour concrétiser la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter Kinshasa des ouvrages pouvant contribuer à diminuer les embouteillages. Sur le boulevard Lumumba, par exemple, les sauts de mouton des bonhommes est on ne peut plus imposant. Avec ses 4 bandes, en raison des 2 bandes à l'aller vers l'aéroport et 2 autres au retour vers le centre-ville, il y a de quoi se réjouir quand on sait que les travaux exécutés sont aujourd'hui évalués à plus de 90%. Il reste le marquage au sol ici. Il reste les lampes, comme j'avais dit tout à l'heure. Ce sont des lampes modernes, alimentées par énergie solaire, avec des LED, et qui permettront de donner une bonne visibilité au niveau de la chaussée pour permettre que le trafic se déroule dans de très bonnes conditions. L'autre sceau de mouton visité, c'est celui de Mokali où les travaux avancent normalement. Les poutres métalliques posées, l'imprégnation faite, il ne reste plus que les travaux de remblayage pour voir cet ouvrage complètement terminé, d'où la nécessité des moyens financiers et pour la fin des travaux. La semaine passée, nous avons fait les essais en charge. Nous avons mis plus de 100 tonnes de charge sur les tabliers de 2 bonhommes. Et pour nous, c'était très important de savoir que le travail était bien fait. C'est pour ça que je peux confirmer à toute la population et tous les usagers qu'ils auront des ouvrages d'art qui vont permettre de traverser la ville depuis l'échangeur jusqu'à l'aéroport en toute sécurité et avec une durée de vie qui va dépasser même nos arrière-petits-enfants. Accélérer certains paiements pour qu'on puisse accélérer le travail. Vers la fin des travaux également au saut des moutons du marché de la Liberté, le plus long, avec ses 300 mètres par rapport aux autres qui ont 265 et 260 mètres, même si le nombre de bandes reste les mêmes. Ces travaux, une fois terminés, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va laisser ses empreintes indélébiles dans l'histoire des ouvrages construits en République démocratique du Congo.
Plusieurs sites aéroportuaires sont spoliés avec des constructions anarchiques qui envahissent les abords où se sont installés les équipements de sécurité aérienne. La Régie des voies aériennes s'en inquiète. Les efforts de sécuriser l'espace aérien congolais mis à mal par l'expoliation à répétition des sites aéroportuaires. À Kinshasa, les terrains qui hébergent l'antenne d'orientation des avions survolant la capitale est envahi par des constructions anarchiques. À Mikonga, non loin de l'aéroport international d'Endjili, la trajectoire empruntée par les aéronefs en phase critique d'atterrissage n'est pas en reste. Les occupations qui énervent les règles éditées par l'Organisation internationale de l'aviation civile y sont érigées. Moi je venais et que j'ai trouvé, je suis un intellectuel d'abord, et que je ne peux pas me poser ici au terrain de la RVA pour construire. C'est pour aujourd'hui qu'on vient de l'apprendre. Tous ces constats ont été faits par la nouvelle équipe dirigeante de la Régie des voies aériennes qui a initié depuis un temps une série de tournées d'inspection sur le terrain. Nous avons procédé par une approche pédagogique, expliquer à la population. Il faudra veiller sur toutes ces installations parce que la sécurité aérienne a besoin de ça. Nous n'allons pas nous arrêter à cela, nous allons arrêter, notamment les autorités de la ville, les ministères des Affaires foncières et aussi la police nationale pour essayer de sécuriser toutes les stations de la RVA qui sont disséminées de part et d'autre. Ces comportements n'est pas de nature à préserver les sites aéroportuaires et d'aider à sa modernisation entamée il y a quelques années à travers la Régie des voies aériennes. L'Institut géographique du Congo, ce bâtiment situé sur le boulevard du 30 juin, connaît le même problème. En son sein, il y a plusieurs services qui n'ont rien à voir avec l'Institut géographique. Des restaurants de fortune et autres bureautiques, sans compter la kyrielle des locataires qui occupent ces bâtiments de l'État. Le constat désolant a été fait par le ministre de la Recherche scientifique. Plus de 40 locataires occupent le sol de l'Institut géographique du Congo, situé en plein boulevard du 30 juin. Comme qui dirait, l'Institut géographique du Congo, qui dépend du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a comme mission de produire des cartes de frontières, cartes de la nation et autres, est devenu à ce jour une agence immobilière. C'est le constat fait ce vendredi 11 septembre par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique lors de sa descente sur le terrain. José Pandakabangu a manifesté son ras-le-bol face à cette situation de mépris à l'endroit des biens de l'État et a instruit tous les occupants illégaux de libérer l'espace avant que des mesures sévères soient prises. Ça doit s'arrêter. Tout ça, ça s'arrête. Demandez à tous ces gens de quitter. L'État congolais n'a pas permis de faire ce que vous faites. Arrêtez tout ça. Du côté du directeur général de cette entreprise étatique, l'IGC, qui souffre de beaucoup de maux, doit rencontrer la vision du chef de l'État, comme l'a bien dit le ministre de tutelle. Les procédures en justice seront entamées pour que les locataires libèrent la terre, la concession de l'Institut géographique du Congo, dans l'esprit des conventions précaires qu'ils avaient eues autrefois. Dans un autre chapitre, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a tenu un point de presse en rapport avec le lancement de la campagne de sensibilisation en faveur de la population contre la COVID-19 après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Pendant un mois, les scientifiques, ensemble avec le ministère de la Recherche, vont sensibiliser la population à travers des émissions télévisées, radiodiffusées, spots et autres sur la prévention contre la COVID-19 par les aliments et certaines plantes médicinales. C'est dans le but de booster son immunité que ces solutions à la congolaise sont prises avant que des essais cliniques soient faits pour une prise en charge adéquate. La nouvelle société civile congolaise plaide pour la réforme électorale. Elle a fait part de sa contribution au président du Sénat, Eugénie Dachabani. Des propositions de loi visant la réforme du cadre juridique électoral sont déposées au Parlement en perspective des élections de 2023. L'examen de ces projets de loi fera l'objet des débats au Sénat et à l'Assemblée nationale. La nouvelle société civile, qui a toujours plaidé pour l'amélioration de la législation électorale en République démocratique du Congo, a apporté sa contribution sur la réforme
de la loi électorale. Le vade-mecum présenté au président du Sénat, l'honorable Alexis Tambou Mwamba, est le support de sa contribution. Cette délégation a aussi soulevé au cours de l'échange avec le président de la Chambre haute du Parlement la question du seuil électoral. À ce sujet, l'honorable Alexis Tambou Mwamba a rassuré ses hôtes que la réforme du système électoral sera inscrite dans le calendrier de la prochaine session, malgré son caractère essentiellement budgétaire. Nous avons été surpris, sa réaction a été positive. Il a dit que si cette question est inscrite à l'agenda de la session qui s'ouvre, qui est essentiellement budgétaire, il trouve que c'est normal que le débat soit ouvert, on ne doit pas l'échapper. C'est un débat citoyen, mais il a émis le vœu que ce débat ne devrait pas se faire dans la rue, il devait se faire là où la chose peut trouver la solution. C'est que nous avons salué déjà cette ouverture de ce débat et nous avons partagé 2 ou 3 questions sur le seuil que nous avons. Il a estimé que le seuil est important, mais il y a aussi des inconvénients, mais il a dit que sur ces questions du seuil, on peut ouvrir le débat parce qu'il y a des gens qui sont réellement élus, mais qui sont inscrits parce que leurs partis n'ont pas pu atteindre le seuil. Et nous avons parlé également sur la question de la désignation des animateurs de la CENI par les confessions religieuses et consorts. Nous avons estimé à notre niveau avec lui que l'article ne donne pas la possibilité aux confessions religieuses de désigner le président, mais un délégué. Donc c'est ça l'esprit et la lettre de la discussion. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous voulons que la loi qui est muette soit clarifiée sur cette question. Il est favorable, il a trouvé que c'est normal et il nous a promis que le moment venu où la question sera inscrite à l'ordre du jour, il pourra remettre à la commission PAJ notre document qui peut le servir de document ou d'outil de travail parmi d'autres documents qu'ils auront. À l'issue de cette audience, la délégation de la nouvelle société civile congolaise est repartie très satisfaite. La nation n'oublie jamais ses fils les plus méritants. 10 lauréats de l'examen d'État de l'édition dernière se sont vus octroyer des bourses d'études par la Première Dame. Peu avant de s'envoler pour poursuivre leurs études universitaires à l'étranger, la Première Dame, Denise Nyakero, a exhorté ses élèves à l'excellence afin de hisser haut l'étendard national Naïcha Kiala. C'est parrain régulier de Air France, qui est le 10 boursier de la première édition du programme Excellencia, se sont envolés pour l'Hexagone. Un départ pour la France qui marque le début d'un merveilleux destin pour ces lauréats de l'examen d'État, édition 2018-2019. Ces jeunes ont vu leurs efforts couronnés grâce à la fondation Denise Nyakero Tshisekedi et l'accompagnement de Campus France. Avant leur départ, la première dame de la République, en mer, les a réunis pour un instant d'intimité, tels des oisillons qui quittent le nid et qui reviendront pour en bâtir des plus grands. Vous devez faire la fierté d'Excellencia. C'est une première, donc vous devez être vraiment modèle. Je sais que ça ne va pas être facile, mais on a mis tout en place que vous puissiez vous adapter. Ne vous laissez pas impressionner. Nous avons notre discipline ici au Congo, nous étudions pour réussir. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous garde, soyez bénis, persévérez. Je compte sur vous. N'oubliez pas la prière aussi. Et les gestes barrières. Ce n'est qu'un au revoir, mais le dernier échange avec les proches est comme toujours, chargé d'émotions. Entre la douleur d'une séparation, la peur de l'inconnu, l'excitation, la joie, la responsabilité de faire honneur à toute une nation, les sentiments se mélangent. Avec ce départ des 10 boursiers pour la France et les 104 pour le pays, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi porte sa pierre à l'édifice en contribuant aux efforts du chef de l'État de faire de l'éducation une priorité de son mandat. L'une des résidences de l'ambassade du Nigeria à Kinshasa est en proie à un conflit avec une dame qui, elle aussi, se prévaut du titre de propriété. Le chargé d'affaires du Nigeria en République démocratique du Congo a évoqué ce sujet avec le chef de la diplomatie congolaise, Gina Wabiwa. Charles Ibim Kem,
chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria en République démocratique du Congo, est venu exprimer les mécontentements de son pays à la suite du déguerpissement dont l'ambassade du Nigeria a été victime. La parcelle est située sur l'avenue Roi-Baudouin au numéro 38/40 dans la commune de la Gombe. Ces conflits opposent l'ambassade du Nigeria à une Congolaise. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumba Nzeza, a promis aux diplomates nigérians qu'elle suivra de près cette situation. Relations diplomatiques oblige. La nouvelle représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Mme Michelle Hélène Natundiaï, est venue remettre ce jeudi les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza. Le comité international de la Croix-Rouge s'est dit déterminé à accompagner le gouvernement congolais dans les domaines de la santé. Échanger sur les activités du CICR, les perspectives des activités humanitaires du CICR dans le pays, ainsi que des dossiers d'intérêt commun relatifs à des questions d'immunité de juridiction, le statut du CICR. Et puis on a continué l'engagement que nous avons depuis nombreuses années avec le ministère sur la ratification et l'adhésion à des instruments clés tels que la Convention de Kampala, la Convention de Kinshasa sur les armes. Donc ce fut très productif et puis on a grand plaisir à poursuivre dans les semaines à venir avec les comités techniques. C'est la déclaration de la chef de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge, Rachel Berbar, à la ministre d'État, Marie Toumba Nzeza. Le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale séjourne à Kinshasa. Ce groupe a pris part à un séminaire atelier sur le blanchiment des capitaux. Cette rencontre a été organisée par la cellule nationale des renseignements financiers. Ce groupe d'action contre le blanchiment d'argent dans la sous-région se veut d'accompagner le gouvernement congolais dans la défense du rapport d'évaluation mutuelle. Consciente de ces fléaux qui minent les États de par le monde, la RDC s'est conformée aux standards de référence en matière de blanchiment du capitaux et financement du terrorisme. À la cellule nationale de renseignement financier, le secrétaire exécutif Adlai Kissula est conscient de cette criminalité sans frontières. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont les deux pires fléaux qui touchent la planète en ce début du XXe siècle. Et la République démocratique du Congo n'en est pas épargnée. Le premier trouble l'ordre économique et financier des États, tandis que le second menace la paix et la sécurité internationale. Il est également démontré que ces deux formes de criminalité peuvent avoir un lien, car les fonds mobilisés à travers le blanchiment des capitaux financent sans nul doute le terrorisme. Ces deux phénomènes, déjà au centre de préoccupation de l'ensemble des États, ont pris une ampleur telle qu'ils sont également devenus le point de mire de plusieurs organisations internationales. Le chef de cette délégation a reconnu que sa structure compte sur la RDC dans cette guerre déclarée contre le blanchiment des capitaux. Cette délégation a pris langue avec des autorités congolaises et clôturera son séjour en RDC le samedi prochain. La santé au travail et la mesure d'application dans le cadre de la lutte contre la pandémie, des points abordés par le ministre d'État Néné Nkoulou en visite à Kibali Gold Mining. La ministre d'État invite les responsables de cette entreprise minière à poursuivre l'élan de modernisation. Robert Ndaï. Gold Mining, une joint venture entre la Sokimo, Barrick et Anglo Gold Ashanti avec un périmètre consolidé d'une superficie de 1836 km². C'est cette première mine industrielle aurifère dans la province de Haut-Ouélé, territoire de Ouacha, que la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Dr Néné Nkoulou a visité ce jeudi 10 septembre 2020. La patronne de l'emploi est à Kibali Gold parce que la santé et la sécurité sur les lieux de travail l'intéressent au plus haut point, étant donné que le travail dans le mine a de risques. Au regard du contexte lié au coronavirus, les entreprises du pays sont frappées. Il était donc nécessaire de vérifier l'application des mesures barrières. La visite démarre par la mine à ciel ouvert. 3 sites ont été planifiés, dont
2 mines sont actuellement en activité. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, s'est fait expliquer les différentes étapes de l'exploitation minière. Exploration, forage, minage, chargement et transport. Néné Louankoulou découvre que les machines sont manipulées et contrôlées à partir de la surface. Ces géants miniers, pour bien mettre sur pied l'exploitation, a relocalisé 14 villages, constitués de 4 216 foyers et de 16 277 personnels. À chaque étape, la patronne de l'emploi a voulu savoir, dans le cadre du transfert des compétences, si Kibali Gold Mining forme les jeunes pour assurer leur lendemain. 2h30 de visite pour 28 km de concessions à la centrale hydroélectrique d'Ambaraou, d'une capacité installée de 10,5 MW pour des turbines. Les ingénieurs ont souligné l'apport de cette première source d'énergie électrique de Kibali Gold Mining. Satisfaction de la ministre d'État. Le gouvernement est prêt à accompagner l'entreprise en cas de difficultés liées à cette pandémie de Covid. Nous pouvons rassurer aujourd'hui l'entreprise et même les travailleurs que le gouvernement est prêt à les accompagner. Demander à Kibali de poursuivre l'élan qu'il a commencé. Kibali est déjà dans un bon élan. Qu'il poursuive cet élan-là, ça sera bénéfique et pour nous et pour eux. Dans le cadre de la médecine de travail, Kibali a installé de la ventilation à mine et doté les personnels des équipements de protection individuelle. L'ex-hôpital Mamayemo et l'hôpital de Kinkole disposent des zones d'isolement de malades atteints du coronavirus. Luisette Ntsakala s'est approchée de ces zones d'isolement. C'est pour répondre à sa mission, celle d'accompagner le ministère de la Santé dans la prévention et le contrôle des infections en RDC, que la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo vient d'inaugurer ces zones d'isolement des patients suspects détectés au triage en attendant leur prise en charge dans les structures de santé spécialisées. Ces bâtiments vont donc permettre la sécurisation de l'accès des personnes aux structures de santé. Il s'agit principalement des patients non touchés par les pandémies et ils doivent continuer à bénéficier à toute confiance des soins essentiels. Ainsi, le patient malade est susceptible de contaminer les autres, lesquels pourront être détectés à temps utile et limiter les risques de contamination. Des professionnels de santé, des patients hospitalisés et de leurs familles. Pour le médecin directeur de l'hôpital provincial de référence de Kinshasa, l'apport de la Croix-Rouge française dans la réalisation de cet ouvrage mérite d'être salué. C'est ici le lieu de saluer à sa juste valeur l'intervention de la Croix-Rouge française qui, face à la faible capacité d'accueil de l'espace d'isolement initial aménagé, a pris l'initiative d'appuyer la réhabilitation d'un bâtiment approprié au sein de l'hôpital pour pallier à cette insuffisance. La matérialisation de ces ouvrages est le fruit du partenariat de la Croix-Rouge RDC et la Croix-Rouge française avec le financement du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Et puis cette crise au sein de la COMICO, la communauté islamique du Congo, le ministère de la Justice veut offrir ses bons offices dans les conflits qui opposent les musulmans de la RDC. Ne va à la COMICO. La communauté islamique au Congo est secouée par une crise qui ne dit pas son nom. Les assemblées générales tenues à gauche et à droite n'ont pas apporté la paix. Il faut mettre fin à cette situation, estime le nouveau secrétaire général de la COMICO, Moussa Kalema. Voilà qui explique sa démarche auprès du vice-ministre de la Justice. Ayant déjà cette situation en main depuis un moment, Maître Bernard Takai-Chengumbi est resté ferme. Fini la récréation. Trop c'est trop. On doit mettre fin au désordre qui a élu domicile à la COMICO, a décidé le patron de la justice congolaise. Le vice-ministre de la Justice a promis de mettre en place urgemment une commission mixte devant étudier en profondeur ce dossier dans un bref délai et formuler des résolutions qui seront opposables à tous. La paix et l'unité doivent revenir à la COMICO, a conclu Maître Bernard Takai-Chengumbi.
Plusieurs communes de la ville de Kinshasa seront privées d'électricité ce dimanche 13 septembre. La SNEL, la Société nationale de l'électricité, motive cette décision par des travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus au poste de haute tension de la Funa. Ainsi donc, les communes ci-après seront privées d'électricité ce dimanche 13 septembre de 7h à 18h. Il s'agit de Lemba, Massina, Kalamu, Ngiringiri, Bumbu, Limete, Kinshasa, Barumbu, Ngaba, Makala, Kassavubu, Lingwala et Gombe. Le ministère de la formation professionnelle plaide pour une main-d'œuvre locale de qualité. De concert avec l'Organisation internationale du travail et l'UNESCO, ce ministère vient de valider la note de cadrage qui va permettre d'assurer cette main-d'œuvre locale de qualité. Anita Luamba. Le développement d'une stratégie sectorielle de la formation professionnelle et technique a permis à la RDC de se doter d'un outil de référence adossé de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Une stratégie qui va aussi permettre au pays d'orienter les actions souvent dispersées en formation professionnelle et technique dans le souci de promouvoir une main-d'œuvre locale et qualifiée qui va répondre aux besoins réels du marché. Au cours du point de presse, le ministre de la formation professionnelle, Arts et Métiers, John Tumba, a félicité les participants pour avoir apporté leur expertise et adopté les recommandations clés qui vont permettre à la République démocratique du Congo de rehausser le niveau de la formation professionnelle. La première étape de la formulation de cette stratégie sectorielle est finalisée. Nous avons clôturé l'atelier de validation de la note de cadrage qui a permis d'amender la méthodologie de formulation, valider le bassin d'emploi et cible à enquêter. Je voudrais me féliciter de la tenue du présent atelier qui a fourni l'opportunité aux parties prenantes clés d'apporter leur expertise et de fournir des recommandations clés, soit 70 au total, qui ont été intégrées dans la note de cadrage. Après avoir validé la note de cadrage, la prochaine étape à réaliser sera le démarrage des enquêtes sur le terrain, la mise en place de la stratégie et sa validation, accompagnée d'un plan d'action budgétisé. Les assemblées provinciales du Maniema et de la Chopo traversent des moments de turbulence. Au ministère de l'Intérieur, l'on joue à l'apaisement. Des résolutions de crises institutionnelles dans certaines provinces de la République. Le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele-Walaka, continue de jouer le rôle des sapeurs-pompiers dans l'objectif de ramener la paix et la stabilité dans les institutions provinciales comme le veut le gouvernement central. Il a réuni autour de lui le gouverneur de la province de la Chopo, le caucus des députés et sénateurs de la dite province, ainsi que les députés provinciaux en vue de dissiper le malentendu entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. C'est ainsi l'initiative du vice-ministre que nous, députés nationaux et sénateurs, étions associés à cette réunion. Porter sur le problème qui se passe dans notre province où il y a un peu une instabilité politique au niveau des institutions politiques de la province. Nous avons fait nos recommandations que nous allons remettre à pli fermé au vice-ministre de l'Intérieur pour que, à son tour, il puisse l'exploiter avec la hiérarchie. Je demande à la population de la Chopo d'être calme, d'autant plus que le problème a touché les institutions du pays. Bien avant, Innocent Bokele-Walaka a échangé avec le gouverneur et la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema en consultation à Kinshasa. Le caucus des députés nationaux et sénateurs de cette province était aussi de la partie. Tous ont prêché pour la paix et la stabilité des institutions provinciales du Maniema. Cohésion et unité nationale, développement, c'est autant de sujets abordés au cours de l'émission Éclairage de Oscar Kabamba Kassongo qui recevait le ministre près le président de la République, M. André Kabanda. Je vous convie à suivre cet extrait avant l'intégralité de l'émission prévue tout à l'heure après ce journal. Dans un pays au fait divisé pratiquement en deux, une couche minoritaire très riche et une grande majorité qui est très pauvre. Mais alors aujourd'hui, comment faut-il réconcilier ou concilier les deux parties diamétralement opposées? Il s'agit de la gestion. La gestion de la chose publique n'a jamais été de bonne qualité pour pouvoir faire en sorte que ces richesses que nous avons
profite à la population. Cohésion et l'unité nationale, ce sont des valeurs que nous devons absolument renforcer dans notre société, surtout en ce temps difficile où notre République connaît des problèmes de tout genre. La pauvreté qui empêche les gens de vivre normalement, la misère. Mais pendant qu'il y a tous ces fléaux, il n'y a qu'une seule manière de pouvoir vaincre ces fléaux, c'est de nous mettre ensemble, de travailler dans la cohésion et dans l'unité nationale pour éradiquer tous ces antivaleurs afin de travailler la main dans la main pour arriver à développer notre pays. C'est à seule condition que nous pouvons espérer vivre un bonheur un jour et profiter des richesses qui sont les nôtres et qui sont malheureusement exploitées par les autres. Nous allons à présent nous rendre au ministère de l'Urbanisme pour parler de la loi sur l'urbanisation. Cela fait plus de 60 ans que la République démocratique du Congo n'a pas disposé d'un code de l'urbanisme et de construction. Ce jeudi 10 septembre 2020, le ministère de l'Urbanisme, par le biais de son secrétaire général, a présenté le premier code de l'urbanisme et de construction au ministre de tutelle, Pius Mwabi Lumbayu Mukala, qui a placé ce projet au cœur de son action et de son agenda politique. C'est un jour historique pour nous. Un jour historique pour notre gouvernement, un jour de fierté pour le gouvernement Ilunga Ilunkamba. J'ai mis cette commission aussitôt arrivée, avec des experts essentiellement tirés de notre administration et avec la volonté déterminante de nos partenaires qui n'ont cessé de nous secouer pour que nous puissions aller de l'avant, comme le PDU, et que je félicite très sincèrement, et qui nous accompagne depuis qu'on a commencé ce travail et qui nous accompagnera encore pendant un beau bout de temps. Je remercie le PDU, je remercie la Banque mondiale qui ont mis présente à côté de tout ce que nous puissions faire. Signalons tout de même qu'un atelier sera organisé au mois d'octobre pour la validation de ce projet. Une fierté pour le ministre qui veut inscrire une nouvelle page dans l'histoire de son ministère. Et puis à l'UDPS, Jean-Marc Abound a procédé à la nomination des nouveaux membres des comités fédéraux des 26 provinces. Alain Bikaï. Comme l'avait annoncé le secrétaire général de l'UDPS au cours d'une matinée politique dernièrement, le président intérimaire de cette formation politique, l'honorable Jean-Marc Abound, a procédé à la nomination des nouveaux membres des comités fédéraux sur l'ensemble du territoire national. D'après ces décisions signées par les députés les mieux élus du Mont-en-Bas, il s'agit des présidents, des vice-présidents, des secrétaires et d'autres membres de ces comités fédéraux des 26 provinces. Pour Augustin Kabouya, ces mises en place dans ces fédérations s'inscrivent dans le cadre des redynamisations du parti et des préparatifs des élections de 2023. Ces nominations viennent de mettre fin au désordre et dédoublement des fédérations, surtout mettre fin à la multiplication des avis lorsqu'il faudra de se prononcer sur une question d'actualité donnée, a martelé Augustin Kabouya. La nouveauté dans ces nominations, c'est la création de 15 nouvelles fédérations, question de réduire les trajets entre les fédérations et les circonscriptions électorales pour ne pas vivre l'expérience de 2018 où les partis n'avaient pas aligné des candidats dans d'autres circonscriptions électorales faute de mandataires. Avec ces nominations, plus rien ne sera comme avant et les récalcitrants s'exposeront aux sanctions statutaires du parti. La communauté musulmane a dédié la nation entre les mains d'Allah. Elle a organisé une série de prières pour la nation. Dieu a fait beaucoup de choses à travers ce gouvernement. Et succès, nous remercions les efforts que le gouvernement est en train de faire, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il est en train d'aménager comme effort, qu'il y ait la paix, qu'il y ait un état de droit. Succès. Nous ne pouvons pas manquer. Nous avons choisi aujourd'hui le jour de ce lundi ou parmi les jours de l'audience de la semaine pour que nous puissions demander à Dieu qu'il puisse lui donner la force, lui donner beaucoup d'énergie pour que le pays aille de l'avant. Parce que nous sommes déjà de l'avant,
nous voyons le changement qui est tenté de se dessiner. Nous ne pouvons que remercier Dieu qu'il puisse lui ajouter la force, qu'il puisse lui ajouter encore la sagesse pour mener à bon ce pays dans cette voie qu'il a déjà commencé. Donc c'est ça que nous avons profité de cette journée du lundi pour faire notre prière à la nation. Benoît Lukunku Sampou, ce pionnier de la télévision congolaise qui est décédé au mois de mars dernier à Lisbonne, au Portugal, eh bien, sa dépouille mortelle arrive demain samedi, 12 septembre 2020, à l'aéroport international de Ndjili et sera acheminée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Le mardi 15 septembre, la levée du corps de M. Benoît Lukunku Sampou, ce pionnier de la télévision congolaise, la levée du corps de la morgue du Cinquantenaire pour l'enterrement au cimetière Chemin du Paradis. En attendant, le deuil se tient en sa résidence située au numéro 64 de l'avenue du Ring à Macampagne, dans la commune de Ngalema, quartier Joli Parc. Et puis, toujours à la télévision nationale congolaise, la famille Chignam annonce aux frères, amis et connaissances que Sébastien Chignam, caméraman ici, à la RTNC, décédé le samedi 29 août, sera mis en terre ce samedi 12 septembre. Demain donc, suivant le programme ci-après, 8h, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Kintambo, 9h, culte d'action de grâce, suivi des témoignages de personnes, des enfants ainsi que le représentant de la famille venu de Dilolo. 10h, départ pour une inhumation cimetière Chemin du Paradis sur la route du Congo central. 15h30, retour à la résidence du défunt et un bain de consolation sera offert sur place. Les familles d'Assietou Kazi ainsi que la grande famille du général Banza Mizubu Justin de la PNC, police nationale congolaise, ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de leur fils, beau-fils, père, frère et oncle Christian Kivava Katembo, décès survenu le 4 septembre à Ngalema Saint-Terre du Sud d'une longue maladie. Le samedi, levée du corps à 9h à la morgue de l'hôpital Ngalema. Le même samedi à 11h, enterrement au cimetière de Mingadi. Un bain de consolation sera partagé à la résidence familiale sur l'avenue Bassoko numéro 3, derrière la maternité de Kintambo. Cette page noire clôt ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.